Les dérives sectaires n'ont pas disparu, elles ont changé de visage. Elles sont plus rapides, plus discrètes et touchent désormais tous les âges. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Les réseaux sociaux ont profondément transformé notre manière de nous informer, de nous rassembler et de croire. Derrière des contenus attractifs et des figures charismatiques, de nouvelles formes de dérives sectaires émergent, souvent plus diffuses, plus émotionnelles et parfois plus difficiles à identifier. Quels sont les mécanismes à l'œuvre et comment s'en protéger? Pour en parler sur notre plateau, Cécile de 16, journaliste 20 minutes. Ça va Cécile? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. À tes côtés, Étienne Jacob, vous êtes journaliste au Figaro spécialisé dans les dérives sectaires. Merci d'être avec nous, bonjour. Et puis en face de vous, Pascale Duval, vous êtes directrice et porte-parole de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu. Merci d'être avec nous Pascale, bonjour. Les réseaux sociaux, nouveau terrain de chasse des sectes, on vous en dit plus. Elles nous fascinent, nous terrifient, elles nous attirent parfois, elles nous inquiètent. Les sectes, ces entités mystérieuses mais bien réelles. Regardons ce qu'en pensent les Français au micro de Thomas Miko-Begelic. Déjà, dérive, c'est que ça va pas dans le bon sens. Et même le côté secte, c'est pareil aussi. En général, quand il y a le côté un peu secte, il y a de la manipulation. Ouais. J'imagine qu'il y a toujours un gourou, quelqu'un qui essaye pour des intérêts financiers ou des intérêts personnels, ramener les gens à penser comme lui. Et ouais. C'est une dérive religieuse en quelque sorte. Quand on pense à une religion, c'est très ouvert et en général, la différence en termes d'étymologie ou de signification, une secte, c'est plus fermé en quelque sorte. Comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il faudrait que je réfléchisse 2 secondes. Mais après, il y a évidemment des groupements politiques qui parfois font penser à des dérives sectaires. Après, j'ai l'impression qu'il y a une forme de manipulation là aussi. Est-ce qu'on peut parler de secte? Est-ce qu'on peut parler de dérives sectaires? Je sais pas. Non, pas pour ma part, non. Non. Mais après, je pense que l'algorithme, justement, il fait un petit peu son tri. Moi, je suis plutôt dans le sport, donc c'est plutôt assez bienveillant. Ouais, pas forcément, ça dépend comment tu t'en sers aussi, ça dépend de ta manière dont tu vas te faire influencer aussi. C'est à nous de faire attention de ce qu'on regarde et d'avoir conscience de ce qu'on regarde aussi. Moi, je regarde des contenus nature et autour de l'environnement et tout ça, et donc je ne vois que ça. Donc à mon avis, oui, les réseaux sociaux conditionnent vachement notre perception de tout ça. Oui, donc on le voit, chacun a un petit peu son avis sur le sujet. Vaste sujet d'ailleurs et qui inspire les artistes. Et oui, sûrement à cause du charisme de ces gourous ou des histoires un peu glauques qui ressortent de ces milieux très fermés. En tout cas, rien que cette semaine, un film événement sur un gourou interprété par Pierre Ninet sort en salle. J'en dis pas plus pour ne rien dévoiler, mais si vous avez aimé Boîte Noire, il y a des chances que ça vous plaise puisque c'est le même réalisateur. On regarde un extrait de la bande-annonce. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Ça donne envie ce film, Cécile, c'est inspiré de faits réels? Alors oui et non, Pierre Ninet n'interprète pas un gourou qui a existé vraiment dans la vie, mais les scénaristes ont demandé l'aide d'une documentariste pour que les scènes soient le plus réalistes possible. Et pour ceux qui préfèrent les histoires vraies, les plateformes de streaming regorgent de documentaires sur, pour le coup, de vrais sectes qui ont existé. On peut notamment citer celui sur le tristement célèbre Raël, à voir sur Netflix. On regarde un extrait. Vous avez donc vu un extraterrestre? Il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Un objet dans le ciel. Une onde? Nous sommes une organisation mise en place par un messager. Là, messieurs, voici Raël! Contactés par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Journaliste au Figaro, il est spécialisé dans les dérives sectaires. Étienne Jacob est avec nous. Étienne, merci d'être avec nous. Merci à vous. On parle de réseaux sociaux depuis le début de cette émission, qui permettent notamment de développer un lien de confiance très fort entre les influenceurs et les abonnés. En quoi ce lien très fort peut-il justement devenir un levier de dérive sectaire ? Justement, quand on fait confiance à quelqu'un, on peut le suivre dans n'importe quoi. Donc, ce qui diffère, c'est qu'aujourd'hui, on a une perte de confiance du public, de la population en général, par rapport aux institutions officielles, que ce soit le gouvernement et que ce soit la médecine, quand elle est conventionnelle. Et donc aujourd'hui, on a tout un tas de thérapeutes alternatifs qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Et
par ce lien de confiance, cette proximité, parce qu'on parle directement à ces gens en leur disant ce produit, tu peux tester cette formation, ce stage, et bien justement on crée ce lien de confiance et peut-être que les abonnés vont avoir plus tendance à dire je vais aller tenter cette expérience ou cette thérapie alternative qui est potentiellement très douteuse et dangereuse. Ouais. Alors concrètement, je suis sur les réseaux sociaux, à quoi ça ressemble une secte? Comment je m'en rends compte? De toute façon, aucune secte ne va dire je suis une secte sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'avoir justement une façade qui donne envie. Justement, c'est assez sexy à la base. Parce que justement, le gourou, il va donner un espoir. Et il a un discours qui est souvent très simpliste. Et ça va attirer des personnes qui sont en quête de sens et qui vont chercher quelque chose, soit à guérir d'une maladie chronique qui n'arrive pas forcément à guérir avec de la médecine conventionnelle. Ou alors justement, ils vont chercher à être plus riches, donc on va leur vendre des formations douteuses qui peuvent après dériver, justement. On parle de gourou également sur les réseaux. Est-ce qu'un influenceur devient un gourou? Pas forcément, mais on peut parler de gourou, effectivement. Le gourou, de toute façon, il va exercer une emprise sur ses adeptes. L'influenceur, si il verse dans des thérapies douteuses, dans des thérapies dangereuses, forcément, après, il peut créer ce lien-là. On n'est pas forcément là-dedans. Et on a évidemment des influenceurs qui sont très positifs et il ne faut pas tout diaboliser. Oui, c'est ça. Vous parlez de thérapeutes, enfin de thérapie, par exemple. Est-ce qu'il y a justement des thématiques dans lesquelles on observe davantage de dérives sectaires? Est-ce que c'est lié à certaines thématiques? Oui, totalement. Aujourd'hui, le secteur du bien-être, de la santé est évidemment très fort. La crise sanitaire n'a pas forcément aidé, a fait perdre ce lien de confiance. On a eu le mouvement anti-vax et puis il y a eu des erreurs qui ont été commises aussi au niveau gouvernemental à ce moment-là qui font que tout le monde s'est retrouvé face à quelque chose qui ne pouvait pas être anticipé, qui fait que ça a pu aider à ces mouvements de dire nous on offre une alternative et c'est quelque chose de naturel, on ne va pas vous faire vacciner, on va vous faire... et toutes ces thérapies alternatives ont explosé pendant la crise sanitaire et ça continue aujourd'hui. Donc c'est un secteur qui est très porteur et il y a aussi une perte de confiance envers la médecine conventionnelle parce qu'aujourd'hui vous prenez un rendez-vous avec un médecin, il vous garde 15 minutes, donc forcément les gens vont se tourner vers un thérapeute qui sera plus cher, mais le danger c'est que ce n'est pas vérifié scientifiquement et ça il faut le dire, si on vous dit aujourd'hui vous avez un cancer, on vous dit vous prenez des plantes à la place d'aller faire une chimiothérapie, ça peut être très dangereux. Aujourd'hui ça rentre dans le cadre de la loi avec la nouvelle loi de 2024 sur les dérives sectaires où il y a un délit d'incitation à l'abandon de soins. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'on joue beaucoup sur les émotions, sur la sensibilité, sur la vulnérabilité des gens finalement. Oui, totalement, alors qu'en vérité, le gourou, il va peut-être au départ vous prodiguer des conseils, et puis en fait, en vérité, l'idée c'est d'aller mettre la main sur vous prendre votre argent, vous prendre votre santé, et parfois même détruire votre ego pour vous isoler de votre famille, de vos amis, et par cet isolement, vous vous retrouvez tout seul, et vous n'avez plus qu'un repère, c'est le gourou. C'est le gourou, ouais. Les jeunes, c'est une cible idéale, j'imagine. C'est plus vulnérables. Ils sont particulièrement vulnérables, effectivement, par rapport aux autres publics. Mais je pense qu'on fait souvent une erreur en pensant que les victimes, ou potentielles victimes de sectes, sont des personnes uniquement vulnérables. En fait, tout le monde peut tomber là-dedans parce qu'il y a une offre pour tout, pour des CSP+, autant que pour une population moins éduquée. En vérité, tout le monde peut être victime. Et ce qu'on ressent, c'est ça, les associations le disent, c'est que les victimes de sectes sont souvent bien éduquées, au contraire, et ont un niveau social plutôt très décent. Donc en fait, ce ne sont pas les naïfs. Parce que quand on vous parle de secte, tout le monde va vous dire « mais moi je ne tomberai jamais là-dedans, je n'irai jamais chez Raël qui croit avoir rencontré des extraterrestres », alors qu'en vérité, ça peut être beaucoup plus complexe. Ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte au début, quand on est en train de tomber là-dedans? Mais en fait, c'est tout l'enjeu de ce sujet-là, parce que l'emprise, quand vous êtes sous emprise, vous pensez être heureux. Vous pensez avoir eu des relations sexuelles consentantes avec un homme qui vous a enseigné une idéologie douteuse. Et puis, quand vous sortez de là, si vous y arrivez, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas vraiment consentant, vous étiez sous emprise, et qu'en fait c'était un viol, et qu'en fait tout ça a été une manipulation
qui a causé votre perte pendant une période et qui a des conséquences sur le long terme dramatiques. Vous vous inquiétez beaucoup sur ce sujet-là, évidemment. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans les situations que vous rencontrez, que vous découvrez au cours de vos enquêtes? Moi, j'ai eu l'opportunité de m'infiltrer dans ces mouvements. Ouais. Donc, ce que j'ai pu ressentir, c'est que j'ai pu me mettre à la place du nouvel adepte, du petit nouveau dans un mouvement, et que dans 95% des mouvements, pratiquement tous les mouvements où j'ai été, on a cet océan d'amour qu'on vous offre. On vous offre l'espoir, le lien, le sens, ce que vous cherchez justement. On se sent valorisé. Voilà, vous êtes sentez valorisé, vous êtes unique, on s'intéresse à vous, enfin. Aujourd'hui, vos voisins, vous ne les connaissez peut-être même pas. Sur votre palier, il n'y a plus de lien social entre les gens, tout le monde est déconnecté sur son téléphone, la tête baissée. Et eux, justement, vont être dans ce côté-là. On t'écoute, on s'intéresse à tes émotions, à ce que tu ressens. Donc forcément, vous pouvez tomber là-dedans. Moi-même, qui est pourtant à tous les garde-fous au niveau des sectes, j'étais parfois happé par ça. Et quand je suis sorti, ça m'a un peu manqué quand même. Donc il y a eu des conséquences. Donc forcément, on se dit que quelqu'un qui n'a pas ses garde-fous peut tomber aisément. Et puis j'imagine qu'on se coupe du coup très vite du monde extérieur, on se coupe très vite des proches, des amis. On a l'impression qu'on le fait soi-même, mais en vérité, on a été incité à se couper du monde extérieur, qui est souvent diabolisé. On vous dit de suivre un régime très douteux, par exemple à base de manger cru. Et à côté, on va vous dire, mais ceux qui mangent cuit, en fait, ils s'empoisonnent. Donc vous allez ne plus voir vos amis parce que vous irez plus au resto avec eux. Et soit ils s'adaptent, soit non. S'ils ne s'adaptent pas, vous ne les verrez plus. Un mouvement plus vers le religieux, il va falloir les convertir, et s'ils ne veulent pas se convertir, il faudra s'en écarter parce que eux sont le diable. Donc finalement, ils tentent de vous connaître à 100%. Pour mieux vous utiliser. Oui, ils tentent de vous connaître à 100%, ils tentent aussi moi je dis, comme je disais tout à l'heure, ils veulent détruire votre ego. Vous n'êtes plus rien, et vous n'êtes du coup plus que quelque chose de malléable. Et peut-être parfois même corvéable, et donc à côté, votre existence n'a plus de sens que sur l'idéologie qu'on vous a enseignée, que ce soit Raël avec l'idée de pouvoir contribuer à la création d'une ambassade extraterrestre, ou alors le manger cru qui devient une obsession, ça devient votre religion carrément de faire ça, ou l'église de Scientologie, on va vous reformater votre esprit avec des méthodes absolument pas prouvées. On continue d'en parler dans un instant, vous restez avec nous évidemment, Étienne. Avant ça, je vous propose de regarder un reportage. Coach spirituel, gourou du bien-être, influenceur en tout genre. Sur les réseaux sociaux, de nouveaux leaders émergent, on le dit depuis le début de cette émission. Derrière des discours séduisants, positifs et prometteurs, une question se pose. Les réseaux sociaux favorisent-ils de nouvelles dérives sectaires, et surtout, comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Un reportage de Thomas Micho-Bielic. Les signalements de dérives sectaires sur les réseaux sociaux explosent. 37% de ces alertes concernent la santé et le bien-être, des domaines très présents sur les plateformes. Face à ces dérives, le Parlement a ouvert une commission d'enquête sur l'impact de TikTok sur les mineurs. Parmi les personnes qui ont témoigné, Chris, membre du collectif Mineurs Éthique et Réseau. Nous l'avons rencontrée dans un café. Elle nous présente un cas concret, une conversation dans un live TikTok. On voit ici une jeune fille mineure exposée en live par sa mère. Harcelée à l'école, elle cherche de l'aide auprès de ses 3 influenceurs. Donc ça veut dire que quand je vais t'appeler, t'as mon numéro qui va s'afficher. Du coup, ça veut dire que quand ça n'ira pas, etc., tu pourras m'appeler quand tu veux. Moi, dès ce soir, je vais écrire. Ta maman, elle m'envoie l'adresse mail, je vais faire un mail ce soir, je vais écrire, ok ? Et s'il y a besoin ou quoi que ce soit, t'es vers où, toi, t'es dans quel département? Il y a 2 choses qui ne vont pas là dans cette vidéo, dans ce qu'on a pu observer. Tout aussi gentille la démarche soit-elle de proposer à cette jeune fille, tu peux m'appeler directement sur mon numéro quand ça va pas. Elle n'est pas professionnelle de l'accompagnement. Et l'autre chose qui ne va pas aussi dans cette vidéo, c'est que l'homme va demander à la jeune fille, tu es dans quel département? Il y a des limites à avoir, on peut sensibiliser, mais certainement pas dire je vais faire pour. C'est laisser l'espoir à la jeune fille qui va arriver à quelque chose. La gamine et la mère peuvent se dire c'est bon, il intervient, c'est lui, il a une aura, donc lui il va avoir des résultats. Ces échanges pris isolément peuvent sembler anodins, mais mis bout à bout, ils dessinent un mécanisme d'emprise. En 2024, la Miviludes a signalé l'influenceuse Ophénia à la justice.
À l'époque suivie par plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok, elle entretenait un lien très fusionnel avec sa communauté. Certains l'accusent d'avoir manipulé son jeune public jusqu'à créer un lien parasocial dangereux. À 13 ans, la fille de Mélanie échangeait déjà des messages privés avec l'influenceuse. C'était soit des messages écrits ou des messages vocaux, et c'était toujours, les messages vocaux, c'était « coucou mon petit chat », dès le premier vocal, alors qu'elle ne sait pas finalement à qui elle parle, Ophénia. Elle lui donnait rendez-vous, elle lui dit « en fait, t'inquiète pas, on va se retrouver, ça va être super ». Et moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai écouté ces vocaux, c'est que si ça avait été un vocal d'un influenceur homme, masculin, ça aurait beaucoup plus choqué. À l'ère des algorithmes, les dérives sectaires se réinventent. Pour comprendre comment ces stratégies fonctionnent et pourquoi elles touchent autant les jeunes, nous avons interrogé Benoît Jude, détective privé spécialisé dans les dérives sectaires. Est-ce que tous les influenceurs sur Internet sont nécessairement des manipulateurs avec une volonté de nuire ? Ça, je pense pas. Mais je pense que les influenceurs estiment leur responsabilité limité à un aspect ludique et commercial. Ils n'ont pas conscience en fait que des fois ils sont sur une responsabilité qui va bien au-delà, qui est une responsabilité qui peut avoir un impact sur toute la vie des gamins. Les dérives sectaires n'ont pas disparu, elles ont changé de visage. Elles sont plus rapides, plus discrètes et touchent désormais tous les âges. Pascal, merci à nouveau d'être avec nous. Merci à vous. Je voudrais commencer par une question, une définition. Quand on parle de secte, de dérive sectaire, on parle de quoi ? Alors, on parle de la même chose globalement, enfin en tout cas pour le grand public, on parle de la même chose. Le mot secte, on l'utilise pour que justement le grand public nous comprenne. Mais effectivement, la définition, enfin la terminologie exacte à utiliser, c'est dérive sectaire. Tout simplement pour dire qu'on ne combat pas les croyances, mais les dérives liées à ces croyances. Voilà. Et quand je parle de croyances, je mets tout dans le même paquet, à savoir, comme l'a dit Étienne, à la fois tout ce qui est santé, mais tout ce qui peut être pseudo-religieux, tout ce qui est développement personnel, etc., etc. Tout ça, pour nous, c'est un ensemble de croyances. Et donc, on combat, la lutte, elle est contre les dérives sectaires, donc les dérives liées à ces croyances. C'est important de faire bien le distinguo. Depuis 18 ans que vous travaillez à l'UNADFI, est-ce que vous avez constaté une évolution dans les publics ? On parlait un peu des jeunes tout à l'heure, je posais la question à Étienne des jeunes. Est-ce que vous avez constaté une évolution, une transformation ? Alors, déjà, l'UNADFI, c'est 50 ans d'existence. Oui. Moi, j'ai 18 ans à côté. Mais en tout cas, je me sers de l'expertise de l'UNADFI pour travailler. Alors, oui, forcément, il y a eu une évolution du phénomène sectaire, mais je crois que par définition, il y a toujours une évolution du phénomène sectaire, puisque le phénomène sectaire évolue avec la société. Donc, la société a beaucoup bougé, je ne l'apprends à personne ces dernières années, et notamment le Covid, effectivement, a été une période un peu charnière, où est ressorti, alors un mot que j'aime beaucoup, qui est l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire le fait... On l'écrira. C'est le fait que tout le monde se dit expert, même dans des matières où ils ne le sont pas. Et ça, c'est devenu un gros problème, parce que c'est un peu la base des réseaux sociaux, hein, quand on regarde bien, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont se dire experts d'un sujet alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et on prend la santé en exemple numéro 1. Hein. À quel moment on est totalement sous emprise ? Alors, la mise sous emprise, elle peut être très rapide ou très lente, ça dépend des personnes. En tout cas, l'objectif est de faire perdre l'ego, disait Étienne. Alors moi, je dis désindividualiser, c'est-à-dire qu'on enlève totalement le contenu de la personne et pour l'amener progressivement à lui inculquer ce que l'on veut, c'est-à-dire les croyances, la doctrine en fait. La doctrine, c'est l'ensemble des croyances qui va unir un groupe. Et ces personnes vont y croire au point si vous voulez, l'emprise va s'installer jusqu'à ce que douter de ce qui est dit devient culpabilisant. Et le stade final, c'est qu'on va s'interdire de douter. D'où le fait qu'effectivement, il peut y avoir des abus. On dit que les gens sous emprise peuvent accepter l'inacceptable, sont en capacité d'accepter l'inacceptable. Et c'est pour ça qu'effectivement, il peut y avoir des cas de viol ou des mises en danger sur la santé parce qu'on n'est plus conscient et qu'on s'interdit de douter des consignes qui sont données.
Alors, vous luttez au quotidien contre ces dérives sectaires. Ça veut dire quoi ? Vous faites quoi dans le quotidien ? Alors, lutter au quotidien, ça veut dire recevoir, alors déjà étudier le phénomène de façon à pouvoir l'expliquer d'une part, et essayer de l'expliquer le plus simplement possible parce qu'il concerne tout le monde, toutes les couches de la société. Exactement. Toutes les couches de la société sont concernées, donc il faut avoir et des modes de communication et un langage qui s'adapte à tout le monde. Là, l'UNATFI vient de terminer une exposition sur Kakemono pour les jeunes. On a travaillé avec des personnes spécialisées dans le langage des ados, de façon à pouvoir diffuser de l'information, et on fait aussi de la formation, effectivement. Mais aussi, et c'est surtout ça, l'ADN de l'UNATFI, c'est recevoir les appels des victimes. Alors, victimes, c'est-à-dire ça peut être ex-adeptes, mais c'est à 75% en fait les familles d'adeptes. Oui, voilà. Voilà, parce que la rupture avec les autres, dont a également parlé Étienne, elle est un facteur, elle est le facteur déclenchant de la réaction des familles et des proches. Et donc c'est pour ça que ces 75% des personnes qui nous appellent sont les proches des adeptes, qui souffrent. Mais quand je vous dis qu'ils souffrent, c'est quand on a entendu... C'est des pleurs, c'est des déchirements des familles qui sont complètement coupées de la personne qu'ils aiment et qui ne comprennent pas. Et nous, on va leur expliquer le phénomène sectaire, on va leur expliquer le phénomène d'emprise pour qu'elles ne prennent pas personnellement la situation qu'elles vivent, mais pour qu'elles la comprennent. Mais alors, concrètement, comment on fait pour sortir une personne d'un processus d'emprise ? Alors, souvenez-vous, à une époque, quand on a parlé de déradicalisation pour l'islam radical, nous, à l'UNATFI, on savait que ça ne fonctionnerait pas parce que ça ne fonctionne pas dans le milieu sectaire. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où la personne va s'induire de douter, vous allez pouvoir lui présenter tous les arguments les plus rationnels qu'ils soient. Elle les balayera parce qu'elle a besoin de croire, elle a besoin d'être fidèle aussi à son groupe. L'appartenance est très très importante. Et donc, elle va donc s'interdire de douter et donc refuser toute aide extérieure. Par contre, on peut aider les familles à préparer le moment où l'adepte, parce que parfois il y a un déclic, et ça arrive régulièrement, heureusement. Voilà. Et donc, on va préparer la famille à accueillir le sortant, c'est-à-dire à leur apprendre à ne pas le faire culpabiliser, à ne pas discuter des sujets qui fâchent, souvent les croyances et la secte, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va plutôt préparer l'extérieur. Et puis, donc, les 25% d'ex-adeptes qui arrivent à nous, eux, ça va être préparer leur sortie parce que c'est comme si vous passiez d'un monde à un autre et il faut se réadapter, se resocialiser. Et donc les aider, soit de façon pour un problème psychologique, souvent avec des avocats, les aider à retrouver, les accompagner dans la resocialisation. J'ai une dernière question sur les aides possibles pour les proches ou pour même les victimes. Vers qui se tourner ? Alors, il y a vous, évidemment, mais vers qui on peut se tourner d'autres ? Alors, globalement, l'avantage d'appeler les associations, c'est que on ne demande pas, on tolère l'anonymat lors du premier appel. Alors, bien sûr, si on repère une situation dangereuse, on va exiger de la personne... exiger. En tout cas, on va lui dire qu'il est souhaitable qu'elle nous donne son identité. Mais l'avantage, c'est qu'on peut déjà recevoir un signalement parce que très, très, très souvent, les personnes ont honte de ce qui leur arrive. C'est-à-dire que le sujet est tellement peu connu qu'elles ont l'impression d'être minoritaires dans un monde où tout le monde se dit très intelligent et à qui il ne peut rien arriver. Donc forcément, quand ça vous arrive, vous avez l'impression, comme le disait Étienne, par rapport à des idées
reçues malheureuses, que si ça nous est arrivé, c'est parce qu'on est des imbéciles, c'est parce qu'on est une mauvaise famille, je suis un mauvais conjoint, je suis un mauvais parent, etc. etc. Donc déjà, nous, on va lever cette culpabilité, expliquer ce qui arrive, et tout ça sous l'anonymat, ce qui nous permet d'avoir un grand nombre de signalements, ce qui nous permet cette expertise aujourd'hui. Après, bien sûr, vous avez la Miviludes ou d'autres associations, mais globalement, c'est vrai que cette première approche que l'on a avec nous permet, nous, de réorienter vers les personnes compétentes en fonction des situations, car aucune situation n'est la même. Ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Étienne d'être venu. C'est déjà la fin de cette émission, ça passe très vite. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre site internet 20minutes.fr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas évidemment à liker, partager et commenter. Et pour ne rien rater de toute l'actualité de 20 minutes, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, vos programmes continuent sur 20 minutes TV.